Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mardi. Un premier test concluant pour le Apetei Express. La navette maritime devrait bientôt entamer les rotations entre Faratea et Papeete. Objectif, désengorger les routes en proposant une alternative maritime peu coûteuse aux usagers. Focus ensuite sur l'échiquier Indo-Pacifique. Le CNRS tout juste implanté à Tahiti est un maillon de la stratégie française pour s'affirmer dans la région. Au-delà de l'aspect scientifique, nous aborderons l'aspect militaire avec notre invité, le contre-amiral Guillaume Pinger, nouveau commandant supérieur des forces armées en Polynésie française. L'occasion de faire un point sur sa feuille de route, la cybersécurité ou encore la modernisation des moyens de défense au Whenua. Dans cette édition également, nous rejoindrons Heimanu Manutei à la mairie de Pirée. Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées pour une soirée œcuménique. 70% des 20 000 déplacements quotidiens entre la presqu'île et Papeete se font en voiture. Une forte affluence qui, vous le savez, est synonyme de bouchons pendant les heures de pointe. La seule solution pour désengorger les routes est de passer par la mer. Valentine Vassel et Naya Bennett sont montées à bord de la navette qui assurera le futur tronçon. Regardez. Aujourd'hui, c'est le voyage de test. Cela permet de voir un peu le temps qu'on va faire depuis Papeete jusqu'à Faratea. Et ensuite, pour voir un peu les infrastructures à quai, pour voir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin en termes, justement pour bien sécuriser le navire à quai. Test réussi pour l'Apetei Express qui vient de relier Papeete à Faratea en 1 heure et 5 minutes. L'embarcation largue les amarres sous les yeux satisfaits des habitants de la presqu'île. C'est une offre de service qui va plaire à la population en matière de transport, non simplement permettre de la fluidification, une meilleure fluidification de la circulation, mais en même temps d'offrir un nouveau moyen de transport en toute sécurité pour rejoindre dans les brefs délais la commune de Papeete, la grande agglomération. Pour rendre ce trajet accessible à tous, la compagnie prévoit de proposer un ticket Tayarapu-Papeete à 1 000 francs l'aller simple. Alors c'est vrai que la ligne est 3 fois plus longue que celle de Moorea et on arrive à se mettre au même tarif que Moorea, tout simplement parce qu'on vient en extension en fait, d'une ligne existante. C'est-à-dire qu'on a rajouté Tayarapu sur la ligne des Raromatei que fait déjà l'Apetei Express. Un tarif attractif, mais des trajets limités, avec seulement 3 rotations par semaine pour commencer. La compagnie armatrice de l'Apetei Express avait envisagé une rotation plus régulière sur la côte ouest il y a quelques années. Mais le problème résidait dans le fait que le coût de l'opération était tel que les prix devenaient rédhibitoires pour les usagers. Donc là, il serait intéressant d'étudier la rentabilité de cette desserte qui est nouvelle maintenant pour savoir si une desserte plus régulière pourrait être mise en service. Si tout se déroule comme prévu, la ligne sera mise en service début octobre, à l'issue du diagnostic de sécurité. On s'intéresse à présent à la place centrale de la Polynésie française dans la stratégie indo-pacifique de la France. La signature la semaine dernière d'une convention entre l'UPF et le CNRS n'a rien d'anodin. Cette coopération permet à la France de continuer à s'affirmer en tant que grande puissance scientifique dans la région. Et les précisions de Thomas Chabrol et Esther Cuneo. Mes amis, cette stratégie indo-pacifique, elle aura la Polynésie française au cœur. Sur l'échiquier indo-pacifique, la France avance également ses pions sur le terrain de la recherche. CIRAD, IRD, IFREMER ou l'Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, elle s'appuie déjà sur un réseau étendu d'instituts et de centres de recherche. Un réseau où le CNRS vient s'ancrer aux côtés de l'Université de la Polynésie. Il y a aussi pour la France, dans le cadre de sa géostratégie, la nécessité d'avoir des relations qui ne soient pas uniquement de coopération sécuritaire, mais aussi de coopération académique, d'échange d'étudiants, d'échange d'enseignants, d'échange
de chercheurs. Et par exemple, sur la biodiversité, il y a beaucoup d'intervenants étrangers qui viennent sur le Fénois. Et donc, ça fait partie des enjeux d'échange essentiels. Il vient d'y avoir au Forum du Pacifique un débat assez compliqué sur l'exploitation des fonds marins entre ceux qui en sont déjà revenus, ceux qui ont décidé d'y aller, et ceux qui expliquent que ce serait une mauvaise idée de commencer parce que ça remet à nouveau en cause l'équilibre environnemental. Tout ça peut permettre des échanges et ces échanges-là passent par la science. Les portes de la science s'ouvrent un peu plus encore avec cette convention cadre signée entre l'université et le CNRS. Désormais, les enseignants-chercheurs de Polynésie pourront accueillir leurs homologues de l'Hexagone et travailler ensemble sur des projets chers aux Fénois. Le CNRS, encore une fois, ils ont des chercheurs très pointus, avec des laboratoires très pointus, des matériels aussi très pointus. On n'a pas forcément tout ça, nous, à disposition ici. Mais voilà, donc ils ont une expertise. Nous, on a le terrain, on a une expertise du terrain qui est vraiment primordiale aujourd'hui. D'abord, la France a une vision mondiale de sa présence. Elle l'a avec ses lycées, elle l'a avec ses centres culturels et elle l'a avec ses universités. Et donc, c'est une chance formidable. Et évidemment, elle ne peut pas être limitée à son propre espace. Elle a intérêt pour la Polynésie française comme pour la France en tant qu'entité, à établir des situations de coopération avec, par exemple, l'ensemble du Forum du Pacifique, les autres établissements, les Américains avec Hawaï, les Australiens et les Néo-Zélandais sont très fortement impliqués dans le développement de la recherche et du financement de la recherche, mais aussi des puissances comme la Chine qui investissent massivement dans les relations et les coopérations académiques et universitaires. Et donc, c'est un enjeu tout à fait majeur et c'est très significatif, non seulement que ces conventions soient signées, mais surtout qu'elles soient appliquées. Premier organisme de laboratoire public français, le CNRS dispose d'un vaste réseau dans le monde, avec pas moins de 80 laboratoires de recherche internationaux et de 10 bureaux, dont un à Melbourne, en Australie. Encore une fois, la distance avec la métropole, elle est ce qu'elle est, mais le territoire ici, il est proche d'autres pays scientifiques. Et effectivement, nous, on serait tout à fait ravis de pouvoir contribuer à développer des relations entre ce qui se fait ici et l'Australie, par exemple, ou la Nouvelle-Zélande, où il y a des laboratoires de qualité. Dans ce nouveau centre du monde, la France comme la Polynésie ont tout intérêt à jouer la carte science, un atout de poids pour rayonner dans une zone de plus en plus stratégique. Et nous accueillons en plateau le nouveau commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française, amiral Guillaume Pinger. Bonsoir. Yorana, merci de m'accueillir ce soir. Alors vous êtes officiellement le nouveau ComSup depuis à peu près un mois, mais ce n'est pas la première fois que vous venez sur le territoire. Vous connaissez bien la Polynésie française ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que je connaisse bien la Polynésie française. Je suis en effet venu il y a 28 et 27 ans ici, où j'ai passé 6 mois sur un bateau basé dans le Pacifique à Nouméa, qui venait en réparation ici à Tahiti. En tant que ComSup, vous avez certainement un regard qui va au-delà de l'aspect militaire. On l'a vu dans le reportage précédent, la recherche contribue à renforcer l'influence de la France dans la zone Indo-Pacifique. Comment intégrez-vous les données scientifiques, notamment celles qui tournent autour de l'environnement, dans vos stratégies, dans vos prises de décision ? Comme vous l'avez souligné, je dirais les enjeux environnementaux sont au cœur effectivement des préoccupations des Océaniens, des gens du Pacifique Sud. Et j'ai été frappé de voir combien finalement ces sujets ressortaient dans les préoccupations du Forum des îles du Pacifique, qui a eu lieu il y a 2 semaines à Tonga, avec la présence du secrétaire général de l'ONU et cet appel à sauver les océans. Donc je crois que cette mission vis-à-vis des océans est clairement portée par la France, avec en préparation du sommet de l'ONU à Nice en 2025, sommet des océans. Et je dirais, pour les forces armées ici en Polynésie, protéger l'environnement, ça fait partie du cœur de nos missions. Les moyens de défense au Fénois commencent à se moderniser. Il y a quelques mois, nous avons accueilli le premier patrouilleur des Outre-mer. Il devrait bientôt y avoir de nouveaux avions de surveillance maritime. Ces moyens sont-ils suffisants pour surveiller, pour intervenir sur toute cette zone qui est aussi vaste que l'Europe ? Alors, comme vous le soulignez, ça fait effectivement 1 mois que je suis là et je dirais j'ai consacré mon premier mois ici à justement essayer de m'approprier ces enjeux polynésiens. Effectivement, cette mission qui est immense, avec cette zone qui est immense, et ce territoire qui est à la fois magnifique et plein d'enjeux. Ce que je dirais, c'est que la modernisation des forces va dans le bon sens, effectivement, nous permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'être plus efficace. Les nouveaux avions que vous évoquez vont permettre d'aller aussi plus loin, plus vite, d'agir mieux de nuit, de mieux voir les choses et de mieux contrôler les enjeux de cette zone que vous décrivez.
Il y a eu l'exercice Marara et la mission Pégase 24. Faut-il s'attendre à d'autres exercices, à d'autres démonstrations de force dans la région? Alors je dirais Marara, c'est pas une démonstration de force. Marara, c'est vraiment centré sur l'aide aux populations en cas de sinistre climatique ou d'événements climatiques extrêmes. Et c'est un exercice qui a lieu tous les 2 ans, donc qui est régulier et qui alterne avec celui des forces armées en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Croix du Sud. Et donc je dirais c'est un exercice qui permet de se préparer aux situations de crise avec nos partenaires. Pégase, en effet, c'est un exercice de projection de puissance qui a lieu depuis plusieurs années et qui a vocation à se répéter tous les ans. J'espère qu'on pourra les voir bientôt en Polynésie française. Dans un monde de plus en plus numérique, les menaces ne sont plus seulement physiques. La cybersécurité est-elle une priorité pour vous, les forces armées, notamment avec l'arrivée de Google en Polynésie? Les armées ont pris en compte, sont montées en puissance dans le domaine de la cyberdéfense depuis presque une quinzaine d'années, je pense. On a atteint un niveau de maturité de nos compétences qui est bon. Aujourd'hui, on ne conçoit pas d'opération sans concevoir, on ne conçoit pas d'opération de milieu pur. On dit en fait aujourd'hui on a 5 milieux, terre, air, mer, on rajoute le cyber, l'espace, et on rajoute le champ informationnel et le champ électromagnétique. Et donc pour conduire des opérations militaires, on couvre l'ensemble de ces volets, et donc la cyberdéfense fait partie effectivement de tout ça. Sur la partie arrivée Google en Polynésie, je pense que c'est vraiment une bonne chose. J'ai pu aller visiter la semaine dernière les infrastructures de l'OPT à la Papineau. J'ai été impressionné par la qualité de ces infrastructures et de cette connexion. Je pense qu'il va dans le bon sens. On évoquait tout à l'heure les sujets d'environnement, de fonds marins. On peut faire le lien entre tout ça et la compétition stratégique se joue aussi dans ce domaine-là. Et je pense que cette connexion-là et ce hub est une bonne chose pour la Polynésie et pour les enjeux de sécurité du Pacifique. Les forces armées jouent aussi un rôle dans la formation et l'emploi des jeunes en Polynésie française. Et quelles sont vos ambitions, peut-être vos projets pour encourager l'intégration des jeunes dans les forces armées, dans la défense? Avec la modernisation des moyens, j'espère qu'on va retrouver un peu plus d'aisance pour aller plus au contact des Polynésiens. Les Polynésiens, c'est la collectivité qui fournit le plus de soldats à la France par rapport à la population. Donc c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est des très bons soldats, c'est des gens que j'ai toujours apprécié d'avoir sous mes ordres. Et donc ici, les avoir ici, c'est une grande richesse. Donc pour continuer à développer nos partenariats, on a un centre de recrutement qui est ici en Polynésie, qui est ouvert à tout le monde, qui est sur un domaine public auquel les Polynésiens peuvent venir se rendre. Et puis on essaie également de développer donc, pour les plus jeunes les partenariats pour les classes de défense. Et donc on va signer d'autres partenariats au cours de ce semestre. Et je dirais, je peux lancer un appel s'il y a des instituteurs ou des collégiens ou des proviseurs de collèges qui veulent se lancer dans des partenariats avec les forces armées. J'espère qu'on saura répondre à leurs attentes pour mieux expliquer les enjeux de la défense à nos jeunes. En tout cas, le message est passé. Merci, Amiral, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Et on prend la direction de l'île Sœur, où depuis près d'une semaine, la plage de Tiahura attire l'attention sur les réseaux sociaux. Les associations de protection de l'environnement et le voisinage dénoncent des travaux d'aménagement d'un complexe touristique, des travaux qui ont depuis été suspendus. Et Nicolas Pérez et Heimanu Manutei se sont rendus sur place. Ces travaux de la plage de Tiahura ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. En cause, une tranchée censée accueillir un muret. Depuis, la plage fait l'objet d'une querelle de voisinage. Résident de Tiahura, Vatea craint la disparition pure et simple de la plage de sable blanc. On a été surpris de voir des travaux qui se font juste à côté de chez moi, avec une tranchée qui fait, à mon avis, plus de 50 mètres sur 1 mètre de profondeur, qui n'a pas lieu d'être. Ça détruit l'environnement. Dans 6 mois, il n'y a plus de plage. Donc on se demande comment le promoteur a pu avoir des autorisations pour effectuer ces travaux. Alertée par les administrés, la mairie a ordonné l'arrêt de ces travaux en attendant l'analyse de la situation par les services du pays. Tout de suite, on a demandé au propriétaire qui effectuait ces travaux d'arrêter immédiatement ces travaux. Il n'avait pas fait de demande de permis de construire, mais il a voulu quand même construire par méconnaissance ce muret de clôture, quoi. Document à la main, le porteur de projet de ce futur complexe touristique se défend. Les aménagements paysagers, qui peuvent être des rondins de bois ou des petits murets pour tenir en pierre, ne demandent pas de permis spécifique et ils se trouvaient à l'intérieur de la parcelle. Donc on est désolé que tout le monde ait eu peur, on n'a nullement envie d'abîmer
notre joyau. Donc ce n'était pas l'objectif numéro 1. Pour lui, ces travaux sont censés protéger la plage des phénomènes météorologiques. Mais face à la levée de boucliers, le propriétaire a décidé de reboucher le trou. C'était un muret qui allait faire environ 50 cm de haut, qui était en fait pour tenir en fait la terre, pour qu'éviter, si jamais un jour de forte houle, elle puisse partir. Donc en fait c'était pour protéger les berges. C'était donc c'était pas du tout quelque chose de consistant, mais effectivement on demande à voir qu'est-ce qu'on peut mettre maintenant pour protéger les berges. Le propriétaire n'en est pas à son premier obstacle sur ce projet. Le raccord au réseau d'eau lui avait aussi été refusé avant que le tribunal lui donne le feu vert. Mobilisés par la commune de Moorea, les services du pays auront donc le dernier mot sur la conformité de ces travaux d'aménagement. Au tribunal correctionnel, 281 millions de francs d'amende et 3 à 6 ans de prison ferme ont été requis contre 5 individus jugés ce matin pour trafic d'ice. Les faits remontent à février dernier. Les douanes avaient intercepté une remorque commandée aux États-Unis et dans laquelle avait été dissimulé 1,4 kg d'ice. Sur les 5 individus jugés, 2 sont bien connus de la justice pour trafic d'ice. Un autre a une petite entreprise et semble, selon son avocat, s'être fait berner par l'un de ses employés. Nous écoutons son avocat, maître Teremoana Elek, au micro de Sam Teinaore. Qui a fait confiance à un de ses salariés qui lui dit « je veux partir aux États-Unis ». Il s'est dit « ok d'accord, donc du coup tu me ramènes les pièces dont j'ai besoin parce que les pièces quand je les achète ici, je les achète 10 fois le prix que ce que je les achèterais aux États-Unis ». Et vous avez quelqu'un qui, au lieu d'aller acheter les pièces avec l'argent qui lui était donné, est allé acheter de l'ice et ramener de l'ice. Donc vous avez un client qui, par naïveté, se retrouve embarqué en fait dans un dossier où il n'aurait jamais dû être. Et tout simplement parce qu'il a fait confiance à un salarié qui, pour autant, travaillait très bien au garage. C'est pas un salarié qui venait de connaître, c'était quelqu'un avec qui il travaillait depuis déjà un certain temps en fait. Voilà, et retrouvez des compléments d'informations à ce sujet sur TNTV News. On se rend maintenant à la mairie de Pirée où se tient une soirée œcuménique organisée entre autres par l'association SOS Suicide. Nous rejoignons sur place Heimanu Manuthei. Manuthei Yaurana, 6 confessions religieuses sont présentes ce soir. Quelles vont être les thématiques abordées ? Alors oui, bonsoir Emma et bonsoir à toute la Polynésie. Effectivement, il y a différentes confessions religieuses, dans un total de 6 confessions religieuses qui se sont donc joints à cette cérémonie œcuménique. Donc ici à la mairie de Pirée, donc vous l'auriez compris que certainement que voilà, il y a un témoignage juste derrière moi, un témoignage d'une femme qui a été subie effectivement, qui a subi cette cause effectivement sur le suicide. Donc ce que je peux vous dire en direct de la mairie de Pirée, c'est que les confessions religieuses sont ici et donc une organisation portée par la présidente Annie Tuheyava Mairau, donc président de l'association SOS Suicide, donc qui a porté haut la main ce projet. Et donc à noter également que chaque confession religieuse a retenu un thème, donc on y revient sur le thème, a retenu un thème donc qui est la paix, l'amour et éventuellement le pardon. Donc à noter éventuellement Emma que cet événement a été déjà amorcé vendredi dernier et donc s'étendra jusqu'à jusqu'à samedi. Et donc un événement effectivement pour lutter contre le suicide et pour apporter en fait un éclaircissement aux personnes effectivement qui subissent en fait cette forme de difficultés sur le suicide. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire à l'heure actuelle, Emma. Donc voilà, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus car effectivement, il y a une prière qui va être prévue juste après. Donc pour les Polynésiens qui souhaitent effectivement se joindre à cette cérémonie, donc la cérémonie s'étalera jusqu'à 20h. Donc voilà ce que je peux dire, Emma, en direct de la mairie de Pirée. Et c'était Manuthei en direct de Pirée pour Tahiti News Télévision. Merci Manuthei pour ces précisions et merci également à Thomas Chabrol qui est derrière la caméra. À quelques pas de la mairie de Pirée, au parc Aorei Tiniho, se tient une prière collective pour Aldo Moweo. Le vice-président de la Fédération tahitienne de Va'a a été victime d'un malaise cardiaque dimanche alors qu'il participait à la Catalina Crossing en Californie. Actuellement hospitalisé au Newport Beach, Aldo s'est réveillé ce matin de son coma artificiel. La fédération n'en reste pas moins bouleversée. Léa Gandon, Veitiare Nauta. Rien ne laissait présager un tel drame. 2 heures après le début de la course, Aldo,
Mahou Eyaou, 52 ans, s'effondre. Il a tout juste le temps d'alerter son équipe. Un choc pour les membres de la fédération. Nous avons appris ces mauvaises nouvelles, on dira, dimanche soir, vers les 20h. Donc, et après, nous avons une liaison avec la femme qui nous a essayé de nous joindre pour pouvoir prévenir en même temps qu'elle descend vers l'Amérique pour rejoindre son mari. Donc ça a été vraiment une triste nouvelle pour nous, la fédération. Personnalité dans le milieu du Va'a, Aldo est aussi président de la team Air Tahiti Va'a. L'incertitude sur son état de santé a forcément ému les membres du club, restés au Fénois. Aldo, c'est quand même notre président et un ami avant tout. Et d'avoir su ça, c'est sûr qu'on a essayé de loin de prier le plus pour son rétablissement, de savoir un peu les infos aussi par rapport à comment ça s'est passé, l'état où il en est à présent. Donc c'était chaud. Malgré cet incident, l'équipe a annoncé maintenir la Air Tahiti Va'a Race prévue samedi. Une partie des recettes sera reversée à la famille d'Aldo en guise de soutien. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, on retrouvait Ramzi Malouki dans Ciné Nouï. Puis à 19h30, ne manquez pas Koh Lanta. Et très belle soirée à tous sur notre antenne. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TMTV.